Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y abordait de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les Chroniques de l'Alarme de Ronce. Épisode 3. La naissance de l'alarme. Lors du précédent épisode, Sherktan a décidé de s'enfuir avec le butin volé lors du raid. Après une course-poursuite endiablée, il a semé ses poursuivants, mais s'est écrasé dans les tréfonds de Comorragh, là où règnent les mandragores. Après avoir passé un pacte avec celle-ci, l'ambitieux Drukhari fait le bilan. La main posée sur son torse contusionné, Sherktan se tenait devant l'ouverture d'un couloir. Son armure ciselée bleu nuit était cabossée et brisée. Ses cheveux verts étaient tachés de sang. Il n'en avait que sur le dessus et l'arrière du crâne, qu'il portait en queue de cheval et dans laquelle il attachait de petits hameçons effilés. Une partie de ses cheveux s'était échappée de la tache et tombait sur son visage. Sa gorge était toujours en charpie, mais il ne saignait plus. Malgré cet état lamentable, il se tenait droit, fier, comme intouché. S'il souffrait, on n'en voyait rien. Il regardait donc depuis l'ouverture d'un couloir, et voyait qu'il donnait sur une pièce, mais ne distinguait rien de celle-ci, à part quelques débris divers et de vieux ossements brisés sur le sol immédiat. Sur les murs, des traces de griffes et de sang séché. Il laissa glisser ses doigts sur la paroi. On aurait dit une sorte de marbre, très sale. Une odeur de poussière et de vieille charogne emplissait l'espace. Il plissa les yeux pour percer les ténèbres. L'une de ses arcades était entourée par un tatouage noir ressemblant à des runes ou des épines. Ses pupilles noires de Drukhari absorbèrent les moindres photons qui rebondissaient dans l'air. Il ne distingua rien de plus, mais eut l'impression que quelque chose le fixait. Oui, un reflet luisant de 2 perles brillantes, 2 globes oculaires ténébreux qui étaient braqués droit sur lui. Sherk détourna le regard et s'en alla. Derrière lui, la grande pièce avec l'épine, et Taon, le saccageur brisé. Le feu était toujours à crépiter au centre de celle-ci, mais il brûlait désormais de façon contrôlée. Il éclairait cet étrange espace dans lequel ils étaient. Ce devait être une grande salle de bal il y a fort longtemps, ou bien une sorte de caserne dans laquelle se réunissaient les troupes avant de passer le portail. Portail qu'ils avaient brisé. Où était-il exactement? Dans les abysses de Comorragh, oui, mais plus précisément. Dans l'un des palais des anciennes maisons nobles à Eldari, a priori. Mais elles étaient toutes tombées, la plupart lors de la chute. Ce cataclysme que l'on nommait la chute était la naissance du 4e dieu du chaos Slaanesh, et la destruction de la race à Eldari. Pendant près de 60 millions d'années, les Eldar, ou à Eldari, avaient régné en maître de la galaxie. Ils avaient conquis les étoiles, résolu tous les problèmes inhérents à une société fonctionnelle, et amélioré la technologie et la médecine au point que plus rien n'était une menace. Désormais immortels, les Eldar s'étaient divertis encore et encore jusqu'à ce que tout les ennuie. En quête de divertissement toujours plus tabou, toujours plus rare, ils avaient repoussé les limites de la morale et des cultes du plaisir étaient nés un peu partout dans l'Empire à Eldari. Comorragh en était l'épicentre alors. Il l'est toujours d'une certaine manière. Mais l'âme Eldar est vive et résonne particulièrement dans le Warp. Toutes ces émotions de plaisir, luxure, stupre, violence s'étaient alors agglomérées lentement, alimentées par les expériences toujours plus extrêmes que menaient les anciens Eldar, jusqu'à prendre vie dans un cri psychique si terrible que l'essentiel de la race Eldar fut vaporisé par le souffle. Certaines des maisons nobles avaient survécu à cette chute, cachées dans la toile. Les traditions avaient perduré un certain temps, jusqu'à ce qu'Adrubael Vect, un jeune esclave ambitieux, renversa ce rapport de force et détruisit toutes les maisons nobles pour les remplacer par des gangs organisés que l'on nomme désormais Cabal. C'était à la fois la némésis de tout ce qui existait à Comorragh et un modèle fantasmé parfait que tout Drukhari rêvait d'égaler, ou mieux, de renverser un jour. Vect s'était tissé de tout en bas à tout en haut, grâce à la seule force de sa ruse. Il avait pour cela usé des pires stratagèmes, y compris ouvrir des portails directement dans le Warp pour faire débarquer des démons à Comorragh. Des conjonctions. Peut-être que cette maison était tombée à ce moment-là. Si c'était le cas, il faudra être particulièrement prudent. Au centre de ce grand espace en ruine,
Près du feu, il y avait quelques silhouettes. Kaer-Erwit et Cosidrion étaient assis par terre. Appuyés l'un contre l'autre, ils se nourrissaient de la douleur de chacun. Debout, les regardait Gorfak. Ce lâche avait réussi à survivre indemne, sûrement car il avait passé plus de temps à s'accrocher qu'à le protéger des poursuivants. Presdani avait disparu, sûrement lors d'un virage un peu brutal ou touché par des tirs. Un autre avait été vaporisé par un tir de laser. De son escouade initiale, il ne restait donc que 4 guerriers kabbalites. Kaer-Erwit, Cosidrion, Gorfak et cet idiot de Sangzu, toujours inconscient, toujours ligoté. Plus lui-même, bien évidemment. Il s'approcha du feu, la main posée sur le pommeau de son épée dessicante, qu'il avait bien heureusement retrouvée. Tout le reste du butin avait été rassemblé autour du véhicule en miettes. Un seul infecté par la ronce encore vivant, mais avec une jambe en moins. Des morceaux de corps des 2 autres. 2 guerriers kabbalites ennemis ligotés comme esclaves. Des munitions, des armes, des ressources diverses, et enfin, une gorgone. C'était un de ces Drukhari qui servait d'apprenti auprès des émoncules. Celui-là semblait être un mâle. Ses jambes étaient couvertes d'une sorte de jupe faite de peau écorchée multicolore. Il y avait des morceaux de peau verte, bleue, beige, grise, marron, de toutes les races de la galaxie. Son torse nu était couvert de larges cicatrices attachées ensemble par de grosses agrafes. Sa tête était assez étrange. Il avait un masque de peau qui n'était pas la sienne originellement, et qui était attaché sur le haut et l'arrière de son crâne. C'était comme s'il s'était fait une cagoule de cuir avec la tête de quelqu'un et l'avait attachée directement sur lui. La peau ne bougeait pas correctement et n'était pas bien alignée, et on voyait au niveau des lèvres ou des yeux des parties de son réel visage écorché qui se cachaient dessous. Enfin, une paire de bras squelettiques supplémentaires se terminant par des lames et des scies sortaient de sous ses omoplates. Attachés ensemble derrière lui, cela lui donnait un air de poulet ahuri. Alors que Sherkt approchait, les guerriers kabbalites se turent et le regardèrent. « Oh, ne vous arrêtez pas pour moi, » dit-il l'air faussement gêné. « Continuez de comploter pour prendre ma place, je vous en prie. » Sourilla Sherktan. Mais Gorfak aboya aussitôt. « Quelle place? Paria? Fugitif? Condamné à mort? Non, ne t'inquiète pas, pas besoin de comploter pour ça. Tu l'as partagé avec nous en nous embarquant dans ton projet de dément !» Sherktan ravala son sourire, surpris de cette réaction. Il grogna d'un air menaçant. « Je ne me souviens pas t'avoir vu essayer de m'arrêter. J'imagine que ta lâcheté habituelle t'empêchait de penser à autre chose qu'à ta propre survie. »« Ah, tu te trouves courageux? C'est du suicide! Tu viens déclarer la guerre à la cabale de la langue venimeuse! Tu te rends compte de ça ?» hurla Gorfak paniqué. Sherk le regarda, fixement, mais calmement. « Tu retrouves soudainement tes couilles ?» Gorfak ne répondit rien. Il semblait presque essoufflé par la rage. « Je ne me souviens pas de t'avoir demandé ton avis. Mais très bien. » Sherk se tourna vers les 2 autres. « Et toi, Cosidrion, quelque chose à dire ?» Ce dernier releva sa tête rasée vers Sherk, son unique mèche trempée de son propre sang. Ses lèvres semblaient s'être fendues plus encore et tombaient désormais en 2 morceaux vers son menton, lui donnant un air bête. Il ne dit rien. « Kaer-Erwit ?» Celle-ci parlait peu en général. Son visage déformé par une énorme brûlure, il était difficile d'y lire des émotions. La peau de son front tombait sur ses paupières, et ses joues étaient un amalgame de tissu froissé. Seule une longue mèche de cheveux verts soyeux, nichée derrière une oreille percée de bijoux, démontrait qu'elle avait été auparavant une magnifique Drukhari. L'autre oreille n'était qu'un orifice sur le côté de son crâne. Elle hocha les épaules et grimaça de douleur. « Et toi, comment tu te nommes ?» dit Sherk un peu plus fort. Cosidrion et Kaer se tournèrent pour regarder derrière eux. Il s'adressait à la gorgone. Son visage ondula bizarrement, car la peau qu'il portait comme un masque ne collait pas. Il faisait des mouvements étranges de la tête. On aurait dit qu'il suivait du bout du nez les mouvements d'un moucheron invisible. Il tortillait sa tête en permanence, de façon presque imperceptible. « Art !»« Tu sais cultiver cette plante ?» ?»« La Nervifage rubeus. »« Quoi ?»« Elle s'appelle la Nervifage rubeus. »« Ce n'est pas ma question. Tu sais la cultiver ?»« Ouais. »« Et en faire de l'essence d'agonie ?»« En partie. » Parfait. » Il se tourna vers Gorfak. Celui-ci lui lançait toujours des éclairs noirs du regard. Il irradiait la colère, la peur et la panique.
C'était assez agréable. Shark sentait la douleur de ses côtes s'apaiser. Il sentait la tempête d'émotions en Gorfak, une tempête qu'il ne contrôlait plus. Les émotions Eldar étaient si vives et puissantes comparées aux émotions des humains. Apprendre à les contrôler était un processus laborieux et de chaque instant, mais indispensable à tout Eldar. Gorfak était encore jeune, il approchait seulement du siècle. Jamais il n'avait ressenti un tel tourbillon. Et a raison, car même Sharktan, du haut de son millénaire, n'avait vécu quelque chose de pareil. Il accomplissait son rêve de toujours, créer sa propre cabale. Sauf que contrairement à Gorfak, il arrivait à se contenir. Il n'était pas sur le point d'exploser comme un fruit gorgé de sucre au soleil. Voilà ce qui va se passer. On va panser nos blessures et explorer les environs pour trouver un bon petit coin pour nos nerviphages rubos. Rubeus, corrigea Hart. Rubeus, reprit Sharktan agacé. On va bien les surveiller et chasser pour la nourrir. On va grossir, on fera de l'essence d'agonie avec ça et on utilisera l'argent pour réparer ce saccageur. Il donna un coup de pied dedans. On recrutera. Je payerai même des incubes pour nous protéger de malice s'il le faut. Gorfak éclata d'un rire moqueur. Ah, des incubes! Tu crois que cela pourra te protéger de toute la cabale de la langue venimeuse? Shark se referma. Il commençait sérieusement à l'énerver. Il se tourna vers Cosidrion. Il te reste de l'essence d'agonie, non? Cosidrion passa sa main dans le col de son armure. Il fouilla dans une zone vers ses clavicules et sortit 2 petites fioles grises. Bien, on va tester la qualité. Dans un mouvement vif, Shark se projeta en arrière, le coude plié comme une pioche. Avec toute la force de ses 2 jambes qui le propulsaient, il percuta de la pointe du coude le bas de la cage thoracique de Gorfak. Malgré son armure, la violence du choc le plia en 2. Shark releva le poignet, et son poing gantelé bordé de lames percuta le visage de Gorfak. Celui-ci tomba à la renverse, alors que du sang se déversait de son nez à gros bouillon. Il n'avait pas encore touché le sol que Shark bondit sur son dos, le bloquant au sol avec le tibia au travers de la nuque. Grimaçant de douleur, il attrapa des menottes automatiques pour lier dans un fil barbelé, auto-serrant, les 2 poignets de Gorfak. Celui-ci avait à peine eu le temps de s'écraser par terre qu'il était déjà ligoté. Shark se dressa en se libérant. Ses côtes et son genou hurlaient de douleur, mais la peur panique de Gorfak lavait rapidement cette sensation désagréable. Gorfak se tortilla et hurla de rage et de peur. « Arrête! Arrête! Libère-moi! Non, t'as besoin de moi! Shark! Maître, pardon! Mes paroles ont dépassé ma pensée! Libère-moi maintenant, non! Libère-moi! » Shark n'y prêta nulle attention. Il se tourna vers Cosidrion et tendit la main pour attraper l'une des petites fioles grises. Celui-ci observa Gorfak avec un sourire. « Vas-y doucement, on n'en a pas beaucoup. » « Naturellement, c'est juste pour nous aider à cicatriser. »« Non, arrête, non, j'en veux pas, pitié, faites pas ça les gars, arrêtez, non !» hurlait Gorfak terrifié. Shark s'approcha de lui. Il tenta de reculer mais il le stoppa en posant son pied sur lui. Gorfak se débattait en tous sens, projetant le sang de son visage un peu partout. Sa terreur était si délicieuse. Shark ne sentait plus du tout la douleur de ses côtes ni de sa jambe. Il posa ses genoux sur les épaules de Gorfak. D'une main, il lui attrapa les cheveux courts et verts qu'il avait sur l'avant du crâne. De l'autre, il ouvrit la fiole. Gorfak hurlait des supplications. « Chut, dit Shark. Ouvre bien grand et profite. » Et sur ce, il laissa tomber 2 gouttes de la fiole dans le sang qui coulait du nez de Gorfak. Quelques secondes plus tard, le corps de Gorfak se raidit brusquement. Sa bouche s'ouvrit en silence, et ses yeux s'écarquillèrent. Toutes ses veines se mirent à gonfler. Il prit une énorme inspiration et lâcha un cri de douleur qui démarra fortement, mais mourut aussi sec. Son corps se mit à convulser violemment, et tous ses muscles étaient tendus. Il irradiait de douleur. Shark n'avait jamais vu cela auparavant, du moins aussi fort, aussi constant. C'est aussi puissant, voire plus encore, que les brefs pics de douleur qu'atteignaient parfois les esclaves au moment exact où l'os se brisait ou que la peau se déchirait. Comme un cocktail de la pire douleur physique, psychique et psychologique en même temps, poussé au maximum. Il convulsait par terre, chaque réprimant un gloussement. Le visage de Gorfak se couvrait de larmes qui rinçaient le sang de son nez brisé. Il pleurait à gros bouillons, tout en hurlant de douleur, comme seul un nourrisson sait le faire. Shark ne put réprimer un rire. Cette douleur physique devait se mêler à des visions de tourments psychiques incroyables. Shark se tourna et regarda derrière lui. Cosidrion et Kaer et Roit fixaient Gorfak avec des yeux écarquillés et une moue de plaisir.
Les esclaves dans le vaisseau et Hart se tortillaient malgré leurs menottes et les crochets dans leur chair pour mieux profiter du spectacle. Sherk se baissa et attrapa la cheville de Gorfak. Il le traîna jusqu'au reste des blessés, déjà revivifiés par sa douleur. D'un geste dédaigneux, il le jeta au milieu d'eux. Tous ceux qui le purent se rapprochèrent quand une meute de chiens se jette sur un os. Ker Erwit posa son front contre celui de Gorfak. Elle frotta son visage brûlé à celui du pauvre souffrant. Elle se mit à lécher les larmes sur ses joues sales. Elle semblait au bord de l'orgasme. Gorfak se faisait lentement recouvrir par des Drukhari qui s'approchaient toujours plus près de lui, jusqu'à s'allonger sur lui. Ils ondulaient comme des serpents dans une orgie. Même les ombres se rapprochaient de lui. Il sentit le froid glacé des mandragores qui rôdaient dans les ténèbres. Elles s'approchaient pour mieux voir. Il distinguait leurs silhouettes ténébreuses, comme si seule l'ombre d'une personne entrait dans la pièce. Sherk posa ses mains sur ses hanches, l'air fier, et déclara « Vous aimez cela, hein, bande de charognes !» Il écarta les bras et se mit à tourner lentement sur lui-même. Il contempla cette salle dans laquelle les ombres tourbillonnaient. « Voyez ce que je peux vous offrir !» Son pied toucha quelque chose. C'était une tête, la tête d'un des humains infectés qui avait été déchiqueté par l'accident. Il se pencha, sans aucune douleur, et la ramassa. Derrière lui, les hurlements sporadiques de douleur de Gorfak et les chuintements de plaisir des spectateurs sadiques. La tête qu'il tenait en main était celle d'un homme d'âge moyen, humain, avec un aigle impérial tatoué sur le front et des chiffres grossiers sous la pommette droite. Son expression était figée dans une grande douleur. Un de ses yeux était révulsé et presque ravalé dans son orbite par une ronce à la couleur dorée qui se faufilait entre les paupières comme le ferait une ronce du sol. Elle ressemblait aussi à une larme qui coulait du décapité. Sherk y vit un signe. Il était superstitieux, comme tous les Drukhari. Ça allait bien avec la paranoïa. Il sourit et brandit la tête haut au-dessus de lui. Il hurla, presque hilar. « Rejoignez-moi, rejoignez ma cabale, rejoignez la cabale de la larme de ronce, et ensemble, nous pillerons la galaxie !» « Ça fait longtemps que tu étudies avec les moncules ?» demanda Sherk en détachant la Gorgon Heart. « Le chemin sanglant. » C'était le nom de ta coterie ? Oui et non. Sherk le regarda. Il attendit. Hart continuait de dodeliner de la tête en suivant cette mouche invisible. Il avait le chic pour ne pas répondre aux questions. Cela commençait déjà à énerver le tout nouvel Archon. Heureusement que la douleur de Gorfak derrière lui le détendait et l'apaisait. « Tu as conscience que ta coterie s'est faite annihiler par la cabale de la langue venimeuse ?» Impossible de tuer le maître. Impossible de détruire sa création. Ouais, j'imagine qu'il va se refaire et qu'il a plus d'un tour dans son sac. Mais toi, tu n'as plus besoin de servir ce maître. Tu peux créer ta propre coterie à mon service. Tu peux créer ton propre chemin sanglant. La proposition figea la tête de Hart pendant quelques secondes, comme s'il récupérait soudainement toute sa santé mentale. Puis il se remit à dodeliner de la tête. Du matériel, beaucoup de matériel, et des cobayes, beaucoup de cobayes, oui, des cobayes. Aucun problème, je te trouverai ça. Fais-moi juste une liste de tout ce que tu veux, et je me débrouillerai. Un grognement à sa droite. Sangzu. Il se réveillait. Enfin. Sherk se mit à sourire. Eh bien, justement, quand on parle de cobayes... Sangzu ouvrait brutalement les yeux. « Coucou toi !» lui dit Sherk en souriant. Sangzu était totalement perdu. On le lisait dans son regard. Il regarda autour de lui, observa ses menottes, se tortilla pour se libérer et sentit les crochets plantés en lui qui le liaient au plancher du saccageur. Il regarda l'état du véhicule, tordu, ouvert au niveau du tir de la lance noire, en partie brûlé. Puis il regarda Sherk à nouveau. « Scratch, c'est quoi ce baise ? Pourquoi je suis attaché, chef ?»« C'est quoi ton dernier souvenir ?» Sangzu fronça les sourcils.
Il se remémora péniblement. Scratch, on était dans un couloir là, on attaquait, mais ils nous ont bloqués, alors j'ai tenté de les repousser, et après, beaucoup de douleurs et de rêves chelous. Tu as vraiment cru que te relever et tirer était la meilleure solution? Tu as été formé à la stratégie militaire par des orques ou quoi? Tu n'as servi à rien. Pire, tu as gaspillé mes ressources. Tu n'as pas attendu mes ordres. Ouah, j'avoue, j'ai déconné, chef. J'avais trop faim de violence, t'as vu? Ouais, t'as déconné. Pour la peine, tu perds ton statut de guerrier kabbalite. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras me servir dans ma toute nouvelle cabale. Tu seras utile en tant qu'esclave. Mon tout premier esclave. Scratch, non, vas-y, fais pas le fou. Ouah, comment ça, nouvelle cabale? T'as pété le butin? Ouah, t'es un baiser. En vrai, t'as besoin de moi, ouais. Vas-y, libère-moi, t'as vu, libère-moi, j'ai retenu la leçon, c'est ok, je ferai gaffe. Scratch, je te jure, je ferai gaffe. Shark se releva avec dédain. Quand bien même il aurait besoin de bras, il ne le voulait pas autour de lui. Sa façon de parler l'insupportait. Cette manie de dire Scratch toutes les 2 phrases alors que ça ne voulait absolument rien dire. Ces tournures de phrases de ganger des profondeurs, il ne savait de quelle cuve il était sorti, mais ce Sang Tzu parlait vraiment comme le plus prolo des crasseux. Il se détourna de lui et avança vers les 2 derniers esclaves kabbalites. Ils avaient des armures rouge bordeaux et des rubans bleus, une cabale inconnue qui se battait avec les coteries du chemin sanglant, prisonniers lors de l'attaque. Et vous, quelle est votre cabale? L'un des 2 prisonniers releva la tête. Il avait toujours son casque. L'autre ne quittait pas Gorfak des yeux. Cabale de la dent creusée. Jamais entendu parler. Celui qui regardait Gorfak murmura. Normal. Sharktan le fixa. Drôle de réponse. Était-ce car c'était une minuscule cabale inconnue? Ou parce que l'autre lui mentait? Il se dit qu'il devrait commencer par un bon gros passage à tabac de bienvenue, histoire de leur montrer qui est le patron ici. Mais il était fatigué. Et de toute façon, avec Gorfak à côté, cela n'aurait eu que peu d'effet. Il pencha donc plutôt pour un discours inspiré. Bon, pour vous, je pense que j'ai plutôt une bonne nouvelle. Vous étiez déjà recherché par la cabale de la langue venimeuse, donc là-dessus, ça ne changera pas grand-chose. Vous avez l'opportunité de passer d'esclaves kidnappés d'une cabale mourante à une nouvelle recrue prometteuse d'une cabale ambitieuse. Rejoignez ma cabale de la larme de ronce, et vous aurez la chance de vivre un peu plus longtemps. Peut-être même de devenir très puissant lorsque les choses grossiront. Il se tourna vers Gorfak. Et si vous appréciez ce spectacle, vous en aurez en quantité. Il se tourna vers celui qui ne quittait pas Gorfak des yeux. Toi, tu t'appelles comment? Izrakei. Il détourna son regard pour fixer Sharktan. Il avait le crâne totalement rasé et un croissant de lune était creusé dans la peau de son front, comme scarifié profondément. Et quel est ton choix, Izrakei? Demanda Shark. Celui-ci tendit les bras vers l'avant, tendant ses menottes. Quel est mon choix, Archon Sharktan? Shark sourit, mais ne le détacha pas immédiatement. Il se tourna vers le second guerrier. Il attrapa le haut de son casque et le pivota pour le déceler, puis l'enleva. C'était une femme Drukhari, plutôt belle, portant les cheveux rassemblés en une sorte de pompon dans lequel des petits os fins sculptés étaient insérés. Il ne dit rien, mais il la fixa. Mezranea. Et lui lança un regard de défi, l'air dur. Et je veux bien te rejoindre, mais tu apprendras vite que tu as plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. Sharktan éclata de rire. Le culot! Elle était ligotée, dernière survivante d'une cabale en miettes et condamnée à mort totalement à sa merci. Libère-moi, et tu verras. Je verrai quoi? Sourit Sharktan. Je connais la mécanique. J'étais pilote de saccageur. Sharktan perdit son sourire. Si c'était vrai, c'était en effet très utile. Tu penses pouvoir réparer Eton? Libère-moi, et tu verras. Répéta-t-elle en souriant. Shark se redressa, perplexe. Il avait un mauvais pressentiment envers ces deux-là, mais il essayait de mettre sa paranoïa de côté. Il allait devoir faire confiance un minimum envers les quelques-uns qui lui restaient dans son projet. Il se tourna vers Kaereruit et Cosidrion qui continuaient de se tortiller sur Gorfak. « Vous là, libérez-moi ces trois-là !» Ils ne bougèrent pas, trop absorbés par les souffrances de Gorfak. « Maintenant !» Dans un sursaut, les 2 kabbalites libres reprirent leurs esprits et se relevèrent, sans quitter Gorfak des yeux. Kaereruit semblait en pleine forme, et les blessures de Cosidrion semblaient s'être en grande partie refermées. Ils approchèrent. Sang Tzu couina. « Hé chef, fais pas le bâtard! Libère-moi! Je te promets de plus te décevoir! Scratch sur ma vie !» Il l'ignora. Il se tourna vers Hart alors que celui-ci se redressait. « Par la soif fait! Il était énorme !»
Il ne s'en était pas rendu compte tant qu'il était assis. Mais debout, il le dépassait de plus d'une tête. Il devait faire largement plus de 2 mètres, mais avec un corps fin et plutôt allongé. Sa tête toujours ondulante, il commença à siffler. Matériel. Sherkt, légèrement nerveux, désigna le saccageur. On a les soutes remplies de matériel. Je sais qu'on a de quoi soigner, réparer, des fioles de différentes drogues, de la nourriture, des munitions. Bref, le saccageur est rempli de tout le nécessaire pour un long raid dans l'espace réel. Tu vas déjà voir ce qu'on a, et faire avec. Et pour le reste, fais-moi une petite liste, et je tenterai de te trouver ça. Assistant. Siffla-t-il. Quoi? Tu as besoin d'assistant? Ouais, on va t'aider. Nkosidrion se débrouille bien en poison. Il pourra sûrement aider pour la distillation. Non. Pas juste de l'aide. Je veux un apprenti. Scratch, moi je peux le faire, chef. Scratch, ce sera toujours mieux que Cobaye. En plus, je vais pas te mentir, je crois que ça m'a un peu plu de prendre tarif là-bas. Scratch, tout ce poison dans la tête. C'était un délire, je te jure. Maintenant je peux entendre les couleurs. Sherk le regarda consterné. Sangzu prit cela pour un intérêt et ajouta. Non mais là, il fait très noir, donc j'entends rien, t'as vu? Soupirant, Sherk se tourna vers Hart. Je peux te confier celui-là. Fais-en ce que tu veux. Cobaye ou assistant. Mutile-le, torture-le, tue-le, je m'en fous. Mais si tu le gardes vivant, s'il te plaît, arrache-lui la langue. Je n'en veux plus de ces scratchs à chaque détour de phrase. Hart avança vers Sangzu. Il enleva les quelques crochets encore plantés dans le corps de celui-ci, qui grimaça, mais ne dit rien. Il fixait le visage ondulant de Hart. Lorsqu'il fut détaché, Hart l'attrapa de ses 2 bras et le souleva pour le mettre sur pied comme s'il ne pesait rien du tout. Il l'évalua en le regardant de haut en bas. Sangzu se tut, sachant que sa vie, ou pire, était en jeu. Sherktan tentait de cacher au maximum ses émotions, mais ce type était si étrange, même selon les standards déjà extrêmes de la société Drukhari. Son corps, tout comme son esprit, paraissait terriblement mutilé, mais pour autant, les deux dégageaient une puissance qui forçait le respect. Acceptable. Marmonna Hart. Sherk tapa dans ses mains pour conclure. Bien. KR-8 et Izrakei vidaient le saccageur et organisaient les ressources dans l'espace. Cosidrion, essaye de récolter les ronces récupérables sur les morceaux de cadavres et commence à préparer la distillation avec Hart. Pendant ce temps-là, Hart et Sangzu, occupez-vous du dernier porteur vivant. On ne doit pas le perdre. Et préparez Gorfak pour l'infecter avec la ronce. Mezranea, essaye d'évaluer les réparations du saccageur et commence à faire ce que tu peux. Sherk posa la main sur le pommeau de son épée et se tourna lentement. Quant à moi, je vais aller explorer les environs et discuter avec nos hôtes. Son regard se perdit dans les ténèbres du couloir derrière lui. C'était le 3e épisode des Chroniques de la Larme de Ronce. Si cela vous a plu, merci de le partager et d'en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de m'aider. Et si vous avez des critiques ou retours à faire, n'hésitez pas à commenter. À bientôt pour de nouvelles aventures.